L'élection, par principe, elle désigne les meilleurs. Quand il s'agit d'élire entre plusieurs individus, par principe, on va élire le meilleur. Alors, pas le meilleur dans l'absolu, pas le meilleur par rapport à tout, le meilleur par rapport aux qualités et aux vertus qui sont principalement valorisées dans la fonction à laquelle il concourt. On peut distinguer de nombreuses qualités qui aujourd'hui sont considérées comme particulièrement essentielles dans l'exercice d'un mandat électif. Mais il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. La première, c'est la possession d'un savoir technique. Un savoir technique dans les domaines de l'action gouvernementale, le droit, l'économie, l'administration publique. Ce type de savoir vous donne une chance non négligeable, en tout cas supplémentaire, d'être élu. La deuxième qualité qui est valorisée et qui permet plus aisément d'être élu aujourd'hui, c'est l'usage virtuose de la parole publique, l'usage virtuose de l'argumentation. Nos élections, elles sont principalement un combat de rhétorique entre plusieurs orateurs. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quelque chose d'extrêmement important, car ces qualités principalement valorisées ont aussi en commun d'être très inégalement réparties au sein de la population. Parce que, évidemment, faire des études qui mènent à la possession d'un savoir technique, c'est beaucoup plus facile si vous êtes né dans un contexte familial doté d'un grand capital économique et culturel. Plus vos parents ont fait des études, plus vos parents disposent d'un grand capital économique et plus vous avez de chances de faire des études brillantes, c'est-à-dire de disposer de ce savoir qui est un sésame de l'action publique. Quant au langage, c'est encore pire. Le langage, c'est ce que l'on reçoit en héritage. Si vous êtes fils de prof, d'avocat, de médecin, de chercheur, vous n'avez aucun mérite à vous exprimer avec éloquence. Vous baignez depuis votre plus tendre enfance dans un bain linguistique riche, complexe, par lequel ce langage, vous en faites l'acquisition naturellement. À l'inverse, le langage, c'est précisément ce qui ne s'achète pas. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à rattraper. Le résultat, vous avez ici une représentation de la Chambre des députés sous la Troisième République. Elle n'a pas tant changé que ça aujourd'hui. Le résultat, c'est que si vous êtes un homme âgé d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, avocat, fils de prof, blanc, chrétien ou athée, vous avez beaucoup plus de chances d'être élu que si vous êtes une femme, jeune, issue de l'immigration, musulmane, qui exerçait un métier peu qualifié. Bernard Manin en conclut que notre régime, qu'il appelle lui, non pas démocratie, mais gouvernement représentatif. Notre régime possède deux composantes. Une composante démocratique, puisque nous sommes tous égaux dans la désignation des gouvernants. Nous avons tous la même voix le jour des élections. C'est bien une composante intrinsèquement démocratique, mais également une composante aristocratique, puisque nous n'avons pas tous les mêmes chances d'exercer le gouvernement. Avec ce miracle de l'élection, qui parvient à concilier l'égalité politique et l'inégalité sociale. Ce qui est très intéressant, c'est que tout cela, les pères de la démocratie en avaient parfaitement conscience. Je pourrais citer de nombreux auteurs. J'ai choisi Stanislas Clermont-Tonnerre, député de la noblesse, partisan d'une monarchie constitutionnelle, qui, en 1791, à propos de la Constitution qui venait d'être votée, a dit ceci: c'est peut-être la plus ingénieuse invention politique que celle d'avoir déclaré souveraine une nation en lui interdisant tout usage de la souveraineté. Et il ajoute, lucide, voilà l'effet de l'adoption d'une Constitution représentative. Dès la fin du XVIIIe siècle, on avait parfaitement conscience de cette tension au sein du régime démocratique. Alors, si les pères de notre démocratie avaient conscience de cela, comment en est-on arrivé là? Pourquoi avoir malgré tout choisi de désigner notre gouvernant par élection plutôt que par une autre procédure? Eh bien, c'est ce qu'il faut voir en plongeant au sein des représentations des pères de la démocratie. Pour de nombreux auteurs, situés à l'origine de l'idée démocratique, le principe représentatif a des vertus en soi. Le principe représentatif a des vertus en propre. Il ne voit absolument pas d'un mauvais œil le fait d'élire les meilleurs pour gouverner. Les meilleurs en grec, oi aristoi. Au contraire, on trouve chez ces auteurs une véritable défiance à l'égard du peuple. D'une part, et ça ce sont les événements révolutionnaires qui le font naître en partie, chez les pères de la démocratie, on a une crainte à l'égard de la foule violente, irrationnelle, incontrôlable. Une véritable crainte à l'égard de la foule. Mais ça va plus loin. Les pères de la démocratie préféraient donner le pouvoir à ceux qui l'exerceront avec compétence. Dès la fin du XVIIIe siècle, on ne voit pas d'un œil favorable le fait que José, cultivateur de patates venu du fin fond de son massif central, puisse venir à Paris, voter les lois, proposer des lois. Ça plaît pas du tout aux pères de la démocratie. Ils ont peur que le gouvernement soit exercé avec incompétence. Au contraire, l'exercice de la force publique, du pouvoir public, c'est sérieux. Il faut des gens qui savent ce qu'ils font. Une grande défiance à l'égard de la population. Citons l'abbé Sieyès, auteur de Qu'est-ce que le tiers-état, qu'on ne peut pas suspecter d'être un infâme royaliste. Sieyès disait en 1795, c'est pour l'utilité commune que les citoyens se nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. Il ajoute, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction ni assez de loisirs pour pouvoir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Et l'on peut citer cette phrase connue de Sieyès, le 7 septembre 1789. Devant l'Assemblée nationale, la France n'est point, ne peut pas être une démocratie. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Alors l'objection est valable. Effectivement, on va pas laisser des incompétents exercer le pouvoir. Ce serait n'importe quoi. Et pourtant, deux remarques. Première remarque. L'élection en soi n'assure absolument pas la compétence des individus élus. Absolument pas. L'élection, elle est irrationnelle. Les citoyens font leur choix sur absolument ce qu'ils désirent. Ils donnent la priorité à ce qu'ils veulent. Si les citoyens veulent élire un homme ou une femme parce que un individu, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il est particulièrement beau, parce qu'il est sympathique, qu'il fait des blagues, parce que son patronyme est prestigieux, rien ne les en empêche. L'élection en soi n'assure absolument pas la compétence des individus sélectionnés. Il y a effectivement un mode de désignation qui assure la compétence des individus. C'est le concours.
ou l'examen. C'est-à-dire précisément le mode de sélection que nous avons retenu pour notre administration publique. Alors là, oui, là on sélectionne objectivement sur des compétences. L'élection en soi n'assure pas la compétence des individus sélectionnés. Et puis deuxième remarque, il y a un régime dans l'histoire qui a donné le pouvoir à tous les citoyens, sans distinction de fortune, sans distinction de niveau d'études. C'est Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Athènes, c'est une véritable démocratie directe. Athènes, au plus fort de son histoire, c'est approximativement 300 000 habitants, 60 000 citoyens. Les citoyens athéniens ont tous le droit de vote dans ce que l'on appelle l'ecclésia, qui est l'assemblée du peuple, l'assemblée des citoyens, qui se réunit sur la colline de la Pnyx à Athènes. Tous les citoyens ont le droit de vote. Même Jean-Michel qui cultive des oignons au fin fond d'un dème, très loin de la ville, s'il veut, il peut venir à Athènes et voter les lois. Certains estiment que les réunions de l'ecclésia rassemblaient fréquemment 6000 citoyens qui venaient donner leur avis sur les problèmes publics. Jean-Michel qui élève des oignons, s'il veut, il peut. Il peut même proposer des lois. Tous les citoyens à Athènes ont l'initiative des lois. Là, vous allez me dire, mais c'est le bazar déclaré. Si n'importe qui peut venir et proposer sa petite loi qu'il a rédigée dans son coin, eh bien non. Parce que nos amis athéniens ont élaboré un système particulièrement ingénieux pour s'assurer que l'assemblée ne soit pas débordée de propositions, de décisions. C'est ce que l'on appelle la graphée par annomon. À Athènes, n'importe qui peut proposer une loi. Cette loi, elle peut même être votée. Mais de la même manière que n'importe quel citoyen peut proposer une loi, n'importe quel citoyen peut dénoncer cette loi. Alors, les Élias se réunissent pour débattre ensemble de savoir si la loi était effectivement bonne ou mauvaise pour la cité d'Athènes. Et si les Élias considèrent que la loi qui a été proposée par un citoyen est en fait mauvaise pour l'intérêt général, alors le citoyen est condamné. Il est condamné sur ses biens propres. Vous proposez une loi, elle peut être votée, mais si derrière, en seconde intention, en seconde réflexion, les Élias estiment que la loi finalement n'est pas bonne pour la démocratie, vous êtes condamné sur vos propres deniers, à une amende très importante. La majeure partie des citoyens athéniens se retrouvaient dans ce cas-là débiteurs à vie à l'égard de la cité. Autrement dit, n'importe qui peut proposer une loi. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Parce que si on propose une loi et que cette loi est jugée mauvaise, alors c'est vous-même, en tant qu'individu privé, qui risquez d'en payer le prix. On a besoin d'individus qui vont exercer des charges spécifiques au sein de la communauté. Et donc Athènes connaissait le tirage au sort. Athènes, au IVe siècle, avait à peu près 700 magistratures. On appelle une magistrature, c'est une charge publique, une charge politique. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui dans le pouvoir judiciaire. Athènes connaissait 700 magistratures, dont 600 étaient tirées au sort. Et pas n'importe lesquelles. Les bouleutes, les membres de la boulette, les bouleutes étaient tirés au sort, les bouleutes qui avaient des prérogatives politiques très important. Alors là encore, vous allez me dire, mais donc du coup, revoilà Jean-Michel, cultivateur d'oignons, il peut devenir bouleute et faire n'importe quoi. À nouveau, non. Grâce à un double procédé, là encore, tous les magistrats rendaient des comptes. À l'issue de votre magistrature, vous rendez des comptes sur ce que vous avez fait pendant votre mandat, et vous ne rendez pas des comptes simplement de manière formelle, vous pouvez aussi être condamné parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Autrement dit, quand vous êtes bouleuse, il faut là encore être prêt à en payer le prix. Si, au terme de votre année de magistrature, on estime que vous n'avez pas bien rempli votre job, à nouveau, vous êtes responsable sur vos propres deniers, et à nouveau, vous finissez débiteur d'Athènes à vie. Alors vous allez me dire, mais là c'est encore pire. Là c'est la tyrannie de l'action publique, c'est-à-dire que le pauvre Jean-Michel qui a rien demandé, qui voulait juste cultiver ses oignons, il peut être nommé bouleute, faire n'importe quoi parce que de toute façon il connaît rien, et donc être débiteur d'Athènes à vie. Non, parce que évidemment, à Athènes, on ne tire au sort que parmi les citoyens volontaires. Et voilà le double système de sélection grâce auquel Athènes tirait au sort ses magistrats et était néanmoins assuré d'avoir des magistrats compétents. Non pas parce qu'ils auront passé un concours qui aura validé leurs compétences, non pas parce que les citoyens se seront exprimés et auront estimé qu'ils sont compétents, mais parce que eux-mêmes se seront jugés compétents et auront donc décidé de s'engager dans l'action publique. Il faut pas idéaliser le système athénien. Néanmoins, Jean-Michel, s'il veut, il peut. Aujourd'hui, en France, si vous êtes cultivateur au fin fond du Massif central et que vous désirez devenir député, croyez-moi, ça va pas être du gâteau. La part clé du système athénien, c'est évidemment l'idée que le tirage au sort peut se faire dans un ensemble restreint. On n'est pas forcé de tirer au sort sur l'intégralité de la population. Il y a plein d'autres manières de rétablir le tirage au sort tout en assurant la compétence des gouvernants. On pourrait par exemple tirer au sort parmi tous les citoyens qui ont accepté de rendre un rapport sur un problème public. Vous voulez devenir député, vous faites un rapport qui sera évalué par une instance indépendante, un rapport sur une question politique importante. Et alors là, tout d'un coup, si on reprend José, cultivateur de patates dans le Massif central, dont on se moque depuis tout à l'heure, mais en même temps, José, il a peut-être sur le développement durable, l'agriculture, l'écologie, il a peut-être un point de vue beaucoup plus affûté que nombre de ses concitoyens, sans doute d'ailleurs. Rien n'empêchera à ce moment-là notre bon cultivateur de rédiger un rapport et puis de demander à être tiré au sort. En tout cas, il n'y a pas de raison que ça assure moins la compétence des individus désignés que l'élection.